la naissance de Romain et il y a 35 ans, la naissance de Clément, eh bien, à leur naissance et à leur diagnostic, à l'annonce de leur diagnostic, je n'avais dans ma tête aucune perspective. Il a fallu les trouver, ces perspectives. Il a fallu les rendre acteurs. Rendez-vous avec Richard Cap-Martin, la rencontre des décideurs, cadres et managers de l'écosystème de la santé. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode spécial mené à 3 voix autour de la charte Romain Jacob. Alors cette initiative essentielle vise à rendre le système de santé plus inclusif et accessible pour les personnes en situation de handicap. Avec moi 2 invités, Pascal Jacob et Vesna Virijevic, dont les parcours inspirants témoignent d'une résilience admirable et d'un engagement profond pour le changement. Dans cet épisode, nous explorerons les origines de cette charte, ses objectifs et les impacts concrets qu'elle porte déjà dans notre société. Alors bonjour à tous les deux et puis merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Avant de démarrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter Pascal Jacob, qui incarne une philosophie rare, celle de valoriser l'autre. Transformant ses expériences personnelles en un message universel, Pascal nous invite à repenser notre regard sur les différences et à construire un monde où chacun trouve sa place, quel que soit son parcours. Alors, je souhaite m'adresser à toi, Pascal, aujourd'hui, en te tutoyant avec tout le respect que je te dois. Tu es une figure emblématique de la défense des droits des personnes en situation de handicap en France. Cet engagement puise ses racines dans ton histoire personnelle en tant que père de Sonia, Romain et Clément. Romain et Clément, tous deux atteints de handicap sévère, ont profondément marqué votre vie et ont nourri ton combat pour changer le regard porté sur le handicap. Après une carrière dans l'industrie, où tu as occupé des postes stratégiques, tu as choisi de te consacrer à garantir l'application du droit commun. En 2010, tu as fondé Handidactique, puis en 2014, la charte Romain Jacob, en hommage à ton fils Romain. Alors, ce projet aujourd'hui porté par Vesna vise à améliorer l'accès aux soins des personnes handicapées en surmontant les nombreuses barrières encore présentes. Signée par de nombreux établissements de santé, cette charte reste un appel fort à une prise en charge respectueuse et adaptée. Ton engagement a été façonné par des rencontres marquantes. Mère Teresa t'a appris à regarder le monde avec sincérité, sans jugement. Nelson Mandela, l'écoute empreinte d'empathie. Et Pierre Mendès France, l'art de saisir la vérité dans les silences. Aujourd'hui, tu as transformé ton expérience en un message puissant, bâtir une société plus humaine, respectueuse et inclusive des différences. Alors vous l'aurez compris, il était donc extrêmement important pour moi de t'inviter avec Vesna à ce rendez-vous avec Richard Cap-Martin. D'abord, la première chose que je veux dire, c'est que moi j'ai eu de la chance. J'ai eu la chance de rencontrer mes enfants. Et ça, c'est quelque chose qui a transformé ma vie. Car ils ont transformé ma vie, ma pensée, et je dirais même ma manière de regarder le monde. La différence que portaient Romain et Clément, accompagnés par Sonia et Frédéric, mon épouse, a été une révolution du petit blouson doré que j'étais dans une famille. Eh bien, aujourd'hui, la première chose que je dois dire, c'est merci à mes enfants d'avoir tout cassé. En quoi il a fallu faire preuve de résilience ? Je crois que la première notion de résilience, elle se crée par l'impossibilité de faire autrement. La résilience, c'est la volonté d'être capable de remonter une pente, de refaire, de reconstruire.
moi j'étais dans un cul-de-sac, j'étais dans une impasse. J'avais eu envie de réparer mes enfants dès leur naissance. Et j'ai été contraint de transformer la résilience en une action pour eux, adaptée à eux, en une action qui faisait qu'ils étaient des personnages les plus importants de notre société. Vesna, quant à vous, à 20 ans, un événement tragique a bouleversé votre vie. Votre conjoint, rencontré jeune, devient paraplégique après un accident. Malgré les défis du handicap, vous avez choisi de rester à ses côtés pour construire un avenir ensemble. Ce parcours a été marqué par de nombreux obstacles, de la recherche d'un logement adapté à la réorganisation de votre quotidien, tout en faisant le choix de fonder une famille. Les solutions existantes étaient insuffisantes, renforçant votre détermination à transformer un système rigide et inadapté. À la Haute Autorité de Santé, vous avez travaillé de nombreuses années, vous avez œuvré pour inscrire dans le droit commun un principe fondamental: chaque citoyen a le droit d'être différent. Aujourd'hui, Vesna, vous portez ce message en tant que directrice de la Charte Romain Jacob en France. J'ai eu la chance de rencontrer l'amour très jeune, un amour tellement fort qui m'a permis de surmonter justement toute la partie handicap, toutes les difficultés, parce que c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas facile. Mais je pense qu'avec de l'amour et de la volonté, on peut soulever des montagnes. Et effectivement, on n'a pas été vraiment aidé sur beaucoup de points. Il y aurait beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mais en tout cas, quand on se bat, on arrive à trouver les bonnes personnes. Et c'est tout ce qui compte. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'accompagnement, que ce soit pour le logement, que ce soit pour l'éducation pour les enfants, pour le soutien psychologique qu'on ne prend pas assez en compte. Et que quand on s'aperçoit qu'on est abîmé, c'est souvent trop tard. Donc, il y a encore beaucoup de choses à explorer et à revoir. Merci. Alors, en quoi ton expérience, Pascal, personnelle avec ton fils Romain ou toi, Vesna, comment ça a influencé votre militantisme ? Alors, je pense que c'est que le militantisme, parce que c'est une manière de voir, et le militantisme, c'est revendiquer quelque chose, et c'est très bien, ça nous fait progresser, mais c'est pas ma manière de voir. Je crois que la première chose qui a transformé ma situation d'homme, en tant qu'homme, ça a été de ne jamais comprendre ce qui s'était passé pour nous retrouver dans une situation sans perspective. Toute personne vit avec une perspective. Et quand je regarde, il y a 40 ans, la naissance de Romain et il y a 35 ans, la naissance de Clément, eh bien, à leur naissance et à leur diagnostic, à l'annonce de leur diagnostic, je n'avais dans ma tête aucune perspective. Il a fallu les trouver, ces perspectives. Il a fallu les rendre acteurs et il a fallu surtout que ça ne soit pas du nombrilisme, mais quelque chose que l'on peut partager, où Romain comme Clément et leur accompagnement soient des personnages et des personnalités d'une société qui a besoin de comprendre la différence. Et comprendre la différence, c'est d'abord la connaître et ne plus en avoir peur. Vesna, si je reprends aussi cette question, avec ton mari, en quoi ça a pu influencer toi, ton militantisme ? Est-ce que tu es à l'aise avec ce mot ? Je ne sais pas si c'est du militantisme ou si c'était... moi, je pense que c'était au début de la colère, parce que déjà, il faut accepter tout ce qu'on se prend en pleine figure. On n'est jamais prêt à ça. Et donc, il faut faire avec. Et tous les jours, c'est un combat. Et donc, forcément, au bout d'un moment, à force de combattre, il y a la colère qui monte. Et puis, aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer Pascal, où je transforme cette colère en quelque chose de positif, de faire de mon expérience, de mon vécu, quelque chose qui peut demain porter et aider les autres. Parce que c'est important pour moi d'être dans l'entraide
et pouvoir faire quelque chose de meilleur pour toutes les personnes vivant avec un handicap. Tous les deux, Pascal, tu soulignes souvent que le handicap n'est pas toujours traité comme un élément de droit commun. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Je ne reprendrai que ce que disait Nelson Mandela. Nelson Mandela nous a dit il y a 3 souffrances essentielles de l'homme. La première, c'est la discrimination. C'est de ne pas reconnaître dans une personne sa citoyenneté, le fait d'être un homme. La deuxième, c'est l'injustice. Et l'injustice, c'est de ne pas avoir droit au droit commun parce qu'il n'est pas accessible. Et la troisième, c'est la solitude subie. C'est la mise à l'écart. Eh bien, beaucoup de personnes vivant avec un handicap aujourd'hui se ressentent assez bien avec ces 3 constats. Première chose, ils se sentent discriminés parce qu'ils se sentent minimisés. Et il n'y a aucune raison valable pour qu'une société ne soit pas inclusive. Ils se sentent injustes, punis de ne pas pouvoir être partout, par la largeur d'une porte, par un plan incliné inexistant. Mais l'accessibilité, ce n'est pas un plan incliné, c'est en haut d'un plan incliné, une porte ouverte avec des compétences et un sourire. Enfin, moi je vais te dire, la solitude subie, c'est probablement la plus grande épreuve que l'on peut demander à une personne. Oui, se sentir exclu d'un groupe. Voilà, mais d'une société, de ce pourquoi on est né. Et je vais t'avouer très franchement que cette solitude subie que Nelson Mandela a vécue pendant 27 ans dans une prison, il savait de quoi il parlait, mais il l'a transformé en quelque chose qui a fait de lui le président de la République parce qu'il a eu une autre manière de voir, une autre manière de penser, une autre manière d'écouter, une autre manière d'entendre. Et c'est ça qui a fait que aujourd'hui, Romain, Clément et Sonia et Frédéric ont été le courage même de ne pas se laisser embarquer dans une négation. Je vais te dire, quand tu vois, et tu es un enfant, et que tu vois une personne handicapée, tu vois la personne et tu ne vois pas le handicap. Quand tu es adulte, tu vois l'handicap et tu ne vois plus la personne. Eh bien, nous, on a été obligés de voir toujours la personne avant le handicap. La charte Romain, Jacob, tu as voulu la construire par et pour les personnes concernées, que les personnes au centre de décision soient... Non, mais c'est pas moi qui l'ai construit. D'abord, à partir du moment où c'était par et pour, c'était pas moi. Parce que si je suis déjà un peu handicapé parce que je suis sénile et vieux, mais si je suis, parce que j'ai pas tout réussi dans ma vie, la charte, elle a été par et pour de la volonté des personnes. Par, c'était difficile d'écrire. Et je me rappelle que les nombreuses propositions qui étaient de textes étaient difficiles, même entre eux. La personne aveugle avait son opinion, la personne moteur avait son opinion, le psychique en avait aussi, et c'était un débat. Et je dois vous avouer qu'une des grandes réussites de cette charte, c'est le travail qui a été fait avec Étienne Billot et Chantal de Singly, c'est d'être universel. Universel, c'est d'avoir écouté, entendu,
et regardez tous. Eh bien, moi je crois que le par et le pour qui a été fait a été un succès incroyable, parce que quand on a traduit dans les autres langues la charte, c'était très facile, parce que c'était très simple, facile à lire et à comprendre, c'était merveilleux, parce que quelle que soit la langue dans laquelle on dit ou lit la charte Romain-Jacob, la personne vivant avec un handicap se reconnaît tout de suite, sans discrimination, sans injustice et surtout sans solitude subie. Oui, charte qui est présente dans plus de 21 pays, hein, c'est ça, Vesna? Oui, plus de 21 pays et plus de 2700 chartes signées au niveau national. Avec un grand soutien que vous avez eu de Boutros Ghali, non? Alors, il se fait que Boutros Ghali, que j'ai rencontré, et grâce à un beau-frère, a été un soutien, lui et sa famille, et ceux qui continuent d'exister aujourd'hui, et qui fait que de nombreux pays ont pu avoir la charte dans leurs mains et leur traduction, et ça a été merveilleux, parce que être, je dirais, de la part des personnes vivant avec un handicap qui parlent espagnol, anglais, allemand, chinois, swahili, créole, et c'est le même langage. Il y a une force extraordinaire que quand il vous manque une main, un bras, quand il vous manque quelques neurones dans votre cerveau, quand il vous manque... Vous êtes une personne vivant avec un handicap et il faut que vous viviez, et c'est la même chose dans tous les pays, quelle que soit la langue que l'on parle. Cette charte, d'ailleurs, elle a été autour de 4 questions essentielles, hein, que tu m'avais précisées. Ai-je accès aux soins? C'en est une. Alors, les 4... Non, enfin, il faut expliquer que la charte Romain-Jacob n'a de raison d'être parce qu'elle est évaluée. Et évaluer la charte, c'était probablement lui donner une pérennité. C'est comment elle est entendue, comment elle est écoutée. La charte Romain-Jacob a été évaluée parce que j'ai posé la question aux personnes vivant avec un handicap: est-ce que vous êtes content d'avoir une charte? La réponse a été non. Parce que tous ceux qui signent la charte, ils voient un beau papier sur un mur qui ne donne aucune responsabilité d'engagement. Mais des bonnes intentions. Et maintenant, ce jour, c'était entre Noël et le jour de l'an de 2014, j'ai, avec une 60aine de personnes vivant avec un handicap, décidé, avec Maxime Casabianca, de donner la parole aux personnes vivant avec un handicap au-delà de la charte pour qu'ils évaluent la charte. Et là, je leur ai dit, puisque la charte avait été écrite par et pour, il fallait que le questionnaire d'évaluation soit aussi par et pour. Alors, pour que ça soit par et pour, il faut demander aux gens qu'est-ce qu'ils avaient envie qu'on leur pose comme question. Et ils sont d'une simplicité sans nom. La première, c'est: est-ce que j'ai accès aux soins? Est-ce que j'ai accès à un soignant? La deuxième, est-ce que on a accepté l'accompagnement que j'ai choisi pendant mon soin? La troisième, c'est: est-ce que l'on m'a expliqué de manière à ce que je comprenne les soins pour que je sois acteur de ma santé? Et enfin,
est-ce qu'on a pris en compte ma douleur? C'est absolument simple. Et qui d'entre nous, dans sa santé, n'est pas concerné par ces 3 points? Et tout est dit. Eh bien, quand on a créé le questionnaire, il n'a été fait qu'avec les questions qu'ils avaient envie qu'on leur pose. Et c'est la deuxième réussite, parce qu'on a retrouvé le par et pour de la charte dans son évaluation. Oui, grand nombre de personnes handicapées n'ont pas de réponse à ces interrogations concernant leur propre santé. C'est notre difficulté. Donc la HAS reconnaît aujourd'hui cette charte. Alors ça, c'est très important de le dire, et c'est un travail que je remercierai jamais assez Vesna et toute l'équipe de l'HAS, et entre autres Alain Cordier. Il faut dire que, et je vais la laisser dire par Vesna, comment c'est arrivé et pourquoi. Eh bien, j'ai passé 17 ans à l'HAS, déjà pour resituer. Et donc, à un moment donné, bien évidemment, le manuel de certification a évolué sur la nouvelle version, la V2020. Et donc, il y a toute une partie volet handicap où la charte Romain-Jacob a trouvé sa place naturellement dans les préconisations de l'HAS sur le volet spécifique handicap. Donc maintenant, les établissements de santé se sont emparés de la charte. Et on a beaucoup de demandes justement d'établissements de santé qui nous sollicitent pour signer la charte et commencer à travailler concrètement sur des actions d'amélioration au niveau de la prise en charge des personnes vivant avec un handicap au sein des établissements. Donc ça donne un peu plus de poids et d'ampleur à la charte et le baromètre handifaction également qui en découle. Oui, baromètre qui réunit à peu près 143 000 à 158 000, c'est ça, j'ai les chiffres En 2023, on était à 143 000 et là, on a passé la barre des 200 000 répondants pour 2024. Et données collectées et analysées par la CRAMIF. Voilà, le baromètre a été repris par la CNAM et donc il est géré au sein de la CRAMIF. Donc il y a une extraction tous les trimestres. Des bilans sont générés donc automatiquement. Vous pouvez regarder les résultats en direct sur l'application Handifaction et donc il y a une liste de diffusion aux institutions tous les trimestres. On n'attend pas 3 ans, 4 ans pour avoir les résultats. C'est trimestriel et il y a un bilan annuel qui est généré à la fin de l'année pour toute l'année. Alors c'est vrai que c'est quelques chiffres toujours. C'est à peu près 1000 établissements de santé, c'est ça, signataires 2007 établissements. Alors, ce n'est pas que des établissements de santé, on a aussi des associations, d'autres institutions, mais au total, on est à plus de 2700. D'accord. Et comment elle est déployée sur le terrain? Comment c'est orchestré? Alors, aujourd'hui, on crée des comités départementaux. Donc, suite à ces nombreuses signatures, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on faisait? Maintenant, on a la charte, on a l'évaluation, on a des chiffres. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Et donc, on est descendu jusqu'au maillage du département pour aller voir qu'est-ce qui se passe au plus près du terrain. Et donc, on est en train de trouver des personnes donc, du département qui sont impliquées, qui sont volontaires pour travailler sur la charte Romain-Jacob. Donc, il y a un délégué départemental de la charte Romain-Jacob qui est nommé sur le département. Ça peut être 1, 2 ou 3 personnes. Souvent, c'est des binômes. Et donc, il constitue un groupe de membres, entre 30 et 40 personnes, donc de tout bord, c'est-à-dire des professionnels de santé, des personnes vivant avec un handicap, des CPTS, la MDPH, la CAF, la CEPAM, enfin tous les acteurs qui gravitent autour de l'handicap. Et donc, ils se mettent autour d'une table et travaillent ensemble justement sur qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. On fait un état des lieux, on ressent ce qui est bien fait pour le déployer sur d'autres départements, mais également on regarde les chiffres où il y a des problématiques et on essaie de trouver des solutions adaptées pour répondre aux besoins. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui les comités départementaux. Alors pour ceux qui nous écoutent, tout simplement, où est-ce qu'on peut retrouver la charte? Alors d'abord, elle a été signée environ 2800 fois en France. Elle est présente dans
Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est quasiment présente dans un quart du nombre, il y a environ 10 000 lieux de soins en France. Ce qui veut dire que nous avons encore beaucoup de travail. Deuxième chose, la charte, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle a une raison d'être? La première raison d'être, c'est d'être dans les lieux de soins et visible. Lisible, visible. Donc, elle est grande. Elle ne rentre pas dans un tiroir. Elle fait en A0 et elle est mise dans tous les hôpitaux, dans toutes les maisons de soins, dans tout le médico-social. Mais elle a aussi un rôle, la charte. C'est de pouvoir être évaluée. Donc, si on regarde la charte maintenant, avec toutes ces signatures, il faut aussi dire, moi, est-ce que je trouve ça bien? Est-ce que je trouve ça vrai? Et si je m'aperçois que ce n'est pas vrai, il faut le dire. Et c'est là où la charte Romain Jacob et son évaluation est quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort, parce qu'il n'y a pas de jour où nous ne recevons pas un millier de questionnaires, où des gens nous avouent qu'ils ont été refusés dans un hôpital, qu'ils ont été mal soignés, qu'ils ont été mal accueillis. Et puis, tu sais, ça fait peur. Ça fait peur quand tu commences à évaluer. Tu sais ce qui s'est passé en 2017? Les médecins ont écrit à François Hollande et à Marisol Touraine pour arrêter l'évaluation de la charte, parce qu'ils se sentaient jugés. C'est un scandale de juger un médecin, c'est quand même incroyable, non? J'ai eu beaucoup de chance, parce que François Hollande et Marisol Touraine ont décidé de ne pas arrêter. Ils ont eu beaucoup de courage, mais ils ont eu encore plus de courage quand ils ont demandé à Pascal de se démerder avec les médecins. Et là, c'était drôle, parce que j'ai fait 4 task force à Paris, en Normandie, dans le Grand Est et à Toulouse. Et nous avons échangé avec les médecins. Et au bout d'un certain temps, quand ils ont vu que c'était difficile de faire mentir 25 000 personnes dans une réponse annuelle, c'était impossible de le nier. Alors ils ont mis 3 conditions à ce que la charte continue et son évaluation. La première, c'est d'être formé à l'handicap. Car en 1975, quand on a créé, 1975, quand on a créé le médico-social, on a arrêté la formation à l'handicap parce qu'on croyait en faire une spécialité comme la gériatrie. Une connerie monumentale. La première chose, c'est qu'ils ont demandé d'être formés. Eh bien, nous avons été capables de répondre. Parce que non seulement aujourd'hui, 21 universités françaises et beaucoup à l'étranger ont pris la charte Romain Jacob comme exemple et comme atout de formation des personnes soignantes là où elles sont. Attends, et il faut te dire aussi qu'il y a quelques semaines, nous avons été aux États généraux de la formation et de la recherche et nous avons signé avec 1500 doyens et professeurs de facultés, de médecine, de pharmacie, de maïeutique et d'odontologie. Eh bien, aujourd'hui, ça, c'est un élément incroyable, ça ne s'est jamais vu. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, tout est démarré pour qu'on arrive à être moins discriminant, moins injuste et moins mis à l'écart. Mais on a encore beaucoup de travail. Et ce travail-là ne viendra
que dans notre capacité à faire qu'on n'aura plus peur du handicap. Alors c'est vrai que la formation, c'est un levier fabuleux, mais concrètement, il manquait quoi en termes de compétences ou de sensibilisation chez les soignants? Oh, ce que j'ai vécu, ce que je vis encore, ce que j'ai vécu quand tu es un adulte et que tu as du mal à te distraire du handicap d'une personne, tu en as peur. Quand tu es étonné par le comportement de quelqu'un parce qu'il a des soucis psychiques ou qu'il a des troubles du comportement, tu en as peur. Quand tu l'accompagnes sans le comprendre, tu en as peur. Et tu as la peur de mal faire. Connaître le handicap, le valoriser, c'est valoriser tous les métiers qui l'accompagnent. Et ça, je crois que c'est la plus grande vérité. Et c'est ça qui, aujourd'hui, va nous permettre, je dirais même, de nous donner la possibilité de faire que les personnes vivant avec un handicap soient valorisées, parce que ça valorisera tous ceux qui les soignent, tous ceux qui les accompagnent. Oh, moi, j'en ai écrit plusieurs et ils ont été accueillis et c'est une des raisons pour laquelle j'ai été sollicité pour participer dans les différents gouvernements. Il n'y a pas de suprématie d'un rapport par rapport à l'autre parce qu'il y avait tellement d'affaires qu'il aurait fallu écrire une Bible. Ben non. Que ce soit ce qui a été fait par Alain Cordier, par Philippe de Normandie, par de nombreux acteurs comme Pifteau. Denis Pifteau est un type qui a fait résonner, tant en tant que directeur général de la CNSA, mais aussi comme parent et conseiller. Je pense que un type comme Denis Pifteau a été un des moteurs de la première inclusion de notre société qui devenait de plus en plus individuelle et ne savait pas regarder. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, mais ce qui est le plus important, c'est pas ce qu'ont dit les rédacteurs des projets, des rapports, c'est ce que disent les personnes. Et c'est ça qui aura du poids. C'est ça qui sera périn dans l'avenir. C'est ce que disent les personnes. Ce qui est ressenti quand on refuse un accompagnement. Moi, ça m'amuse de voir Clément rentrer dans un box et que le médecin me dit « sortez ». Ben, je le laisse, je compte les secondes et là, c'est fini. Il ressort 45 secondes après en me disant « il est sous le bureau, qu'est-ce que je fais ?» Continuité des soins, rapport de 2019, on en est où ça? Est-ce qu'on voit des avancées concrètes? Non, la première, la grande, c'est ce qui a permis de créer la loi de 2005. Et là, on y a vraiment beaucoup travaillé avec les gens et on a fait des tribunes à chaque résonance politique des échéances électorales. Nous avons aussi vécu le 11 février 2005. Nous avons beaucoup et j'ai énormément apprécié ce que Sophie Cluzel a réussi. C'est le droit de vote de toutes les personnes vivant avec un handicap et que la résonance de ce tout petit bruit qu'il y avait avant et qui va devenir un bruit de plus en plus énorme et violent si on n'écoute pas le vote
des personnes vivant avec un handicap. Les personnes handicapées vieillissantes font face à des défis spécifiques. Est-ce que tu constates des progrès? On a créé des unités PHV. Est-ce que ça se développe? Voilà, on en est où? Alors moi, je pense que tout ce que l'on fera comme progrès, où que ce soit, on le fera pour toute la société. À chaque fois qu'on fait quelque chose pour les personnes vivantes, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on est avec HandiBlock. HandiBlock n'est même pas installé, on a été piquer ça en Suède et ça marche très bien. Eh bien, HandiBlock, ça permet à des personnes d'être opérées de plusieurs choses dans une même et seule anesthésie. C'était retenu pour être fait que pour des personnes handicapées. Eh bien, aujourd'hui, l'HandiBlock, tu sais pas où ça marche le mieux? Ben, c'est chez les vieillards. Parce que on peut faire au même moment une coloscopie, un dépistage, une fibroscopie, un certain nombre de choses qui n'étaient pas possibles de faire avant. Eh bien, tout ce que l'on fera pour l'handicap est bénéfique pour toute la société. Alors, peut-être Vesna, bien que la charte ait un impact aujourd'hui important, est-ce qu'on sent des disparités dans des régions? Bien, écoutez, les chiffres nous montrent le pourcentage de l'accès aux soins ou aux non-soins. Donc oui, on rencontre des disparités. On voit que là où il y a eu de la formation qui a commencé en amont, c'est-à-dire dans le Grand Est, la formation a commencé il y a 8 ans. Et on voit que les chiffres sont meilleurs, la prise en charge est meilleure, et donc on se rend compte que, comme on disait, un des leviers, c'est la formation, mais pas que. Donc il y a des choses à faire, et on voit que là où il n'y a pas grand-chose de fait, que c'est compliqué, et que c'est là où il faut qu'on aille travailler sur le terrain et apporter justement les bonnes initiatives dans ces régions où c'est un peu plus de mal. C'est quoi les prochaines étapes? Alors, la charte Romain Jacob est présente dans notre pays. On a fait à peu près un quart du travail que ce que nous avons à faire. Elle est dans 22 pays et je pense que la résonance de ce qui se passe aujourd'hui à l'échelon mondial vont permettre à la charte Romain Jacob de s'étendre à beaucoup plus de pays, mais surtout à ceux qui ont une toute autre manière de voir les choses, qui n'ont pas eu les moyens d'être discriminants, qui n'ont pas eu les moyens d'être, je dirais, injustes, et qui n'ont pas les moyens de mettre les gens à l'écart, parce qu'il n'y a pas de lieu pour les accueillir autrement que dans des familles. Eh bien, aujourd'hui, la résonance de ce qui n'a pas fait les bêtises d'avant, et celle des progrès d'aujourd'hui, va certainement être ce que nous avons souhaité avec le président de la République, c'est de faire que tous les progrès que nous faisons pour les personnes vivant avec un handicap soient bénéfiques pour toute la société. Et la deuxième chose, c'est que ça soit toujours eux qui pilotent l'avion et que ça ne soit jamais pris par les apparatchiks avec une envie de faire de la communication qui ne sert à rien. Moi, personnellement, je crois que si la charte est aujourd'hui bien accueillie, c'est simplement parce qu'elle porte son charisme et que son charisme touche toute personne qui, un jour, avant de mourir, se sentira beaucoup plus vulnérable qu'avant, avec ou sans handicap. Oui, parce que c'est important de rappeler aussi que sur le terrain, c'est ça, Vesna, dans les commissions, je ne sais pas comment vous les appelez, sur le département, comment on les appelle ?
les comités réunissent effectivement un ensemble d'acteurs, dont les personnes concernées par le handicap. On est bien d'accord, c'est important de le repréciser. Oui, la priorité, c'est de les faire participer à ces comités et représenter tous les handicaps. Je tiens aussi à préciser que nous allons fêter la semaine prochaine les 10 ans de la charte Romain Jacob. Et l'événement aura lieu donc à l'île de la Réunion, justement, parce que c'est là où tout a commencé. C'est là où le premier comité a eu lieu, s'est formé. C'est là où les résultats sont les meilleurs. Et c'est là où on voit que l'impact de la charte et ce travail qui a été initié il y a plus de 10 ans porte ses fruits, parce que c'est vraiment la région qui a les meilleurs résultats. Donc merci à la Réunion. Donc on vous suivra sur les réseaux sociaux parce que c'est un peu long depuis Paris. Juste peut-être pour terminer, on n'a pas parlé d'Handidact. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Pascal? En didactique. Oh, pardon, en didactique. En didactique, c'est c'est drôle parce que en fait, nous étions les créateurs il y a 25 ans de I égale MC2. Puisque je m'occupais d'infirmité motrice cérébrale et l'infirmité motrice cérébrale avait le logo de IMC. Et j'avais trouvé que c'était pas une bonne chose, donc j'avais dit I égale MC2, c'est-à-dire qu'il fallait dupliquer et montrer, multiplier l'action de ça. Et ça a été assez bénéfique. Et un jour, c'était José Puig qui me dit il faut transformer I égale MC2 en handidactique, en quelque chose de didactique, en handidactique. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée, parce qu'il y a dans handidactique le mot handi et le mot dactique. Et cette notion qui est probablement, qu'est-ce qu'il y a dans le dactique? C'est la rencontre. C'est la première prise de connaissance. Et quand tu es didactique, tu es quelqu'un qui communique. C'est ton métier. Tu es quelqu'un qui va valoriser. Et je vais te dire, un handidactique, c'est quelqu'un qui aime la personne avec laquelle il parle. Et qui regarde droit dans les yeux, comme tu le fais avec moi en ce moment. Merci Pascal. Alors c'est vrai que nous arrivons à la fin de ce podcast. En conclusion de nos échanges, à travers vos parcours inspirants, vous nous rappelez que les plus grandes épreuves de vie peuvent donner naissance à des changements profonds dans la société. Cet épisode met en lumière votre travail en commun à tous les deux et bien sûr votre équipe, la charte Romain Jacob, ainsi que vos engagements pour améliorer la prise en charge des personnes handicapées. J'espère que nos conversations d'aujourd'hui inspireront nos auditeurs autant qu'elle m'a inspiré et qu'elle leur offrira de nouvelles perspectives sur l'inclusion et le droit commun dans le domaine du handicap. Pascal, Vesna, après cette riche discussion, comment vous vous sentez? Vesna, comment vous vous sentez? Bien, j'espère que cet échange portera la voix auprès des professionnels de santé, parce que la vraie vie commence déjà par la bonne santé et qu'au quotidien, c'est compliqué. Mais quand on rencontre des belles personnes au niveau des soins, parce que j'ai quand même des bons souvenirs au niveau du personnel soignant, et quand on rencontre la bonne personne et quand on est mal, ça change tout. Donc ça peut être juste de l'humain, même si ce n'est pas un cachet. Ça change complètement la donne et donc il faut qu'on œuvre de ce côté-là, dans le côté plus humain. Voilà. Pour moi... Comment vous vous sentez? Oui, je crois que ce que vient de dire Vesna est extrêmement juste. Le premier accès à la vraie vie,
c'est la santé. Et dans la santé, c'est la capacité de conjuguer la prévention, le prendre soin et l'accompagnement. Et là, si on a les trois, les personnes vivant avec un handicap seront et auront un accès à la vraie vie parce qu'ils auront été des acteurs de leur propre prévention. Ils auront eu la chance d'avoir quelqu'un qui aura pris soin d'eux et ils auront surtout un accompagnement qui ne fera pas les choses à leur place. Et juste pour répondre à ma question d'humain à humain, comment tu te sens ? Moi, je me sens bien parce qu'à chaque fois que je peux parler de ce qui construira demain, avec tout le monde, mais aussi avec des politiques, je garde un souvenir de jeudi, il y a 15 jours, à la faculté de médecine de la rue des Saints-Pères, avec Benoît Weber, avec les ministres, de ce topo que nous avons fait, qui, face à des doyens, était rébarbatif. Nous leur avons simplement parlé de choses simples, de choses évidentes, de choses qui ne les regardent pas en tant que doyens, mais qui les regardent en tant qu'hommes, simplement. Alors juste merci à tous les deux d'avoir pris le temps de partager vos expériences et vos réflexions, d'avoir pris le temps de vous mettre un peu en lumière, car je sais que vous êtes tous les deux empreints d'une grande humilité. C'était un véritable honneur pour moi que vous acceptiez ce mode d'enregistrement. Avant de clore cet épisode, j'aimerais aussi m'adresser à tous nos auditeurs. Si vous avez apprécié cet épisode, faites-le moi savoir en appuyant sur le fameux bouton j'aime et puis partagez-le avec vos proches pour nous aider à faire connaître ces sujets essentiels. Voilà, je vous dis à bientôt et en tout cas, soyez certains que je suis fier de porter vos métiers. À bientôt.